Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Shocking 4. Les algorithmes tueront-ils notre capacité d'attention ? Sonia Bressler est philosophe, conseil en stratégie d'entreprise, éditrice et enseignante en communication d'influence. Elle est grande observatrice du discours médiatique et de l'impact des nouvelles technologies sur nos vies, à un niveau personnel comme collectif. Elle est aussi aventurière, alpiniste amateur et passionnée de l'Extrême-Orient, en particulier la Chine, le Tibet, le Népal et l'Inde. Aujourd'hui, je la rencontre à Paris pour parler d'un thème particulièrement important dès lors qu'il s'agit de savoir à quoi on pense et comment on pense. Une chose dont bien souvent nous ne mesurons pas l'importance et l'impact dans notre vie. Une chose sur laquelle ceux qui veulent notre adhésion, notre vote, notre argent, savent bien plus que nous. Nous, citoyens, consommateurs, employés ou même militants. De quoi allons-nous parler dans cette émission en 2 volets ? Eh bien, de notre attention. Bonjour Sonia. Bonjour Elisabeth. Alors pour commencer, une question simple, même si je ne suis pas sûre qu'il soit facile d'y répondre, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'attention ? Alors, ce qu'est l'attention, de façon simple, ce serait de dire que nous sommes attentifs à une chose à l'exclusion de toutes les autres. Voilà la définition la plus basique de l'attention. Donc ça veut dire se concentrer sur une seule chose. Est-ce que notre esprit est capable de se concentrer sur une seule chose ? Je ne sais pas. On peut essayer. Oui. Pas évident. C'est vrai. Pris au quotidien, j'y crois pas trop. Moi, si j'ai voulu te proposer d'intervenir dans cette émission, c'est parce que je pense qu'on a vraiment un problème d'attention aujourd'hui. Alors, en quoi l'attention est importante dans nos processus de pensée, d'après toi ? L'attention, on a une attention, on va dire, consciente et une attention inconsciente. Notre cerveau pense beaucoup plus que nous. Disons qu'il enregistre beaucoup plus d'informations que notre conscience est capable de percevoir. On est parasité toute la journée par des milliards d'informations, que ce soit des informations sensorielles directes, c'est-à-dire le chaud, le froid, je suis bien, je suis malade, etc., etc. Mais ce qui nous perturbe, ce sont des messages extérieurs à nous. D'accord ? Donc que ce soit de l'information publicitaire ou des discours, quels qu'ils soient, les discours de l'autre, la présence d'un autre, etc. Quand on vit dans une mégalopole, ce qui est à la mode en ce moment, vivre dans une mégalopole, c'est être constamment traversé par des milliers de messages. Alors, moi j'aime prendre des exemples simples. Ouais. À Paris, en ce moment la mode est aux trottinettes, n'est-ce pas ? Aux trottinettes électriques. Et donc, on voit souvent des parents aller chercher leurs enfants à l'école en mettant l'enfant sur la trottinette, le parent derrière, conduire la trottinette, donc les parents, tout en étant au téléphone portable. Je me demande où est leur attention. Il y a une main sur la trottinette, donc l'accélérateur, là, donc le frein est assez oublié, et le téléphone portable de l'autre. Je me demande s'ils regardent Netflix ou pas. En même temps. Pour savoir. Mais... Voilà, je pense que c'est cette question-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment dans une société où l'information est démultipliée, on peut être encore attentif, pour reprendre ta question, à soi-même. Je pense que c'est ça la vraie question. Comment penser et avoir une pensée peut-être plus libre, ou en tout cas dégagée de tout parasitage. Oui, c'est un peu ça la question, effectivement. Il me semble, et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette émission que je veux faire avec toi, que l'attention est la chose la plus importante à avoir au départ pour pouvoir élaborer une pensée consciente et une pensée construite. Donc pouvoir prendre des décisions personnelles si c'est possible. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question sans se replacer dans un regard un peu épistémologique. Alors, ce n'est pas pour faire peur. Mais c'est un gros mot quand même, épistémologique. C'est au moins nous resituer dans l'histoire. On est en 2019, donc si on se resitue bien, donc le téléphone dit smartphone apparaît en 2007. Avant 2007, ça ne veut pas dire qu'on était tout à fait concentré non plus.
C'est juste que je pense qu'il faut le resituer dans une histoire qui date de 1947, pour être tout à fait précise. Donc avec l'émergence de deux choses qui est d'un côté la cybernétique, telle que l'a pensée Norbert Wiener, et de l'autre côté l'ingénierie du consentement qui a été pensée par Édouard Louis Bernays. Norbert Wiener écrit un livre qui s'appelle La cybernétique, donc science qui en grec signifie kybernétis, qui veut dire gouverner, piloter. Donc son histoire, c'est de se dire je vais créer une science qui va réfléchir toutes les autres sciences en lien avec l'automatisation. Donc Norbert Wiener a créé ce qu'on appelle des outils d'automatisation, des prises de décision, le développement de l'intelligence artificielle, etc. etc. Ça, c'est en 47. Ouais, c'est en 47. Il écrit un livre, d'ailleurs, Cybernétique et société, petit essai impeccable, qui pose une seule question, qui dit « À quoi bon penser encore au travail rémunéré ?» Ah, déjà ? Ouais. Eh ben. Quoi ? Ça revient loin. Et en 47 aussi, donc on voit apparaître l'ingénierie du consentement, Édouard Louis Bernays, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, et qui reprend les bases qui avaient été faites sur la psychologie des foules, donc par Gustave Le Bon en 1895. Et ce qui est intéressant chez Bernays, c'est qu'il a compris que pour diriger une foule, il faut la rendre désirante. Bernays est le neveu d'Anna Freud, donc il avait utilisé la théorie freudienne. D'accord. Mais Bernays, il a fait beaucoup de choses, mais notamment ce travail sur la propagande. Et son deuxième essai, qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle L'ingénierie du consentement, où il dit ceci: la démocratie, c'est la liberté de persuader et de suggérer. Waouh. Voilà. Ça fait peur quand même. Hein. Ouais. Et donc ça, on pourrait dire que c'est un peu le père du marketing, ce monsieur. Bah oui, on le connaît comme ça, c'est-à-dire il a vécu quand même 100 ans, je pourrais être très claire. Et le premier travail qu'on connaît de lui, on va dire, c'est le recrutement de l'armée américaine avec l'oncle Sam qui interpelle, que l'on a vu dans les films, hein, pour ceux qui regardent les films avec des super-héros. Je pense à Captain America. Et c'est l'oncle Sam qui montre du doigt, donc chaque personne a envie de répondre à l'injonction de l'oncle Sam, de le protéger. Et de partir en guerre. Exactement. C'est lui qui a créé le personnage de... En tout cas, c'est lui qui a créé l'image. C'est lui qui a créé l'affiche. On le connaît aussi pour une autre chose, c'est que c'est lui qui a fait fumer les femmes aux États-Unis, puisque, évidemment, les hommes étant partis au combat, il fallait une nouvelle consommation pour que les industries, à l'époque du tabac, gagnent de l'argent. Donc comment faire fumer les femmes ? Leur montrer que la cigarette est le symbole de liberté. Voilà. Donc ça, à mon avis, il faut comprendre notre réflexion sur l'attention à partir de ces deux théories. C'est extrêmement intéressant de voir que l'automatisation de toutes les prises de décision commence avec le travail qu'a fait Norbert Wiener. La cybernétique, il appartenait à ce qu'on appelle l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto a été créée par Gregory Bateson. Les Américains diraient Bateson. Mais son travail, Gregory Bateson, c'était de réfléchir sur une observation. Il y a une double contrainte dans le langage. À un moment, on peut se retrouver bloqué dans une injonction contradictoire. Il n'y a pas de bonne réponse. Donc, évidemment, on va plutôt chercher à faire en sorte que la personne se sente bien, c'est-à-dire à une cohérence comportementale pour aller dans un sens. Et si on est exposé trop longtemps à une double contrainte, on devient schizophrène. Donc Gregory Bateson, son idée était je vais créer une école qui va permettre de résoudre cette question. Et ça a donné l'école de Palo Alto, puis le MIT. Mais ça, c'était avec un but mercantile, j'imagine. Non, Gregory Bateson, lui, ne voulait pas. C'était quoi ? C'était pour le bien-être de la population ? Son école de Palo Alto, c'était son objectif. Et c'est ce qui est intéressant quand on lit l'essai de Norbert Wiener, Cybernétique et société. Il explique que lui va se servir de cette faille humaine pour travailler tout à fait dans un autre sens. Donc émerge avec lui toute la réflexion de l'automatisation du discours, c'est-à-dire comment enregistrer, comment cette voix peut être parfaite, comment la machine peut prendre le pas sur la pensée humaine. En même temps, se développe avec lui l'intelligence artificielle, la réflexion, comment un robot peut-il faire un travail
à la place d'un être humain. On peut se poser la question au départ de se dire, ça peut être bien, effectivement, quand les tâches sont compliquées, je sais pas, soulever un meuble très très lourd ou des choses comme ça, c'est pas un problème. Mais ça existait déjà avant lui, dans le sens où, par exemple, il y avait des usines, on avait déjà des machines, la musique, il y avait déjà les gramophones, il y avait déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il apporte, lui, de différent ? Ce qu'il apporte, c'est la réflexion, le regroupement de toutes ces sciences, de toutes les sciences de l'automatisation. Voilà, c'est ça vraiment le point. Et qu'effectivement, utiliser le mot cybernétique, ça a son importance. Tu sais, j'aime les mots. Et c'est ce mot-là est extrêmement important. Il arrive à un moment où, il faut comprendre, l'Occident a besoin de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Et pour se reconstruire, leur idée, je dirais la théorie qui était en vogue à ce moment-là, c'était on va créer une forme de démocratie nouvelle. Cette forme de démocratie va se faire sur un principe qui est le développement. On avait besoin, de toute façon, de développer une société de la consommation. Donc on a besoin de créer les outils de la consommation. D'accord. Et ensuite, en fait, Édouard Louis Bernays est un personnage très important dans l'histoire, notre histoire contemporaine, dans le sens où il a inventé ce qu'on appelle la manipulation de la foule. En tout cas, par le biais de l'influence. Et il a inventé des techniques qui sont assez simples, qui sont repérables, ce qu'on appelle des grandes gimmicks, quoi. L'insulte ad hominem, les généralités. On entend ça tous les jours, des généralités. C'est-à-dire, je vais me servir du langage pour faire avancer les gens dans le sens qui m'intéresse. Et ce sens, c'est le sens de la consommation. D'accord. Alors, on peut se dire qu'effectivement, après-guerre, c'était nécessaire dans le sens où les gens n'avaient pas l'habitude de consommer, et d'un seul coup, on leur offre 1000 possibilités. Des choses nouvelles qui apparaissent, des produits, des services, etc., etc. Donc, on peut se dire, il fallait les guider dans ce nouveau monde. Ma question, ce serait plutôt... Et pourquoi aujourd'hui on continue ? Oui, on a pris des mauvaises habitudes. Oui, disons qu'il y a une économie derrière qui est intéressante. Alors, à quoi notre capacité d'attention est-elle soumise aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait général de cette torture de l'esprit à laquelle on se soumet tous les jours ? C'est simple. On va prendre peut-être notre quotidien. Ouais. Moi, j'aime bien prendre ça. Il est probable, le matin... que les gens qui écoutent aient un réveil. Ah, pardon, ce n'est plus un réveil, c'est un téléphone portable. Donc on se réveille avec ce téléphone portable, probablement on arrête l'alarme. La deuxième chose qui est faite, donc notre attention est déjà happée, on va regarder si on a eu des messages dans la nuit, quels que soient ces messages. Amant, amoureux, que sais-je. Et puis, à l'intérieur de ces messages, il y a forcément les publicités ou des informations, même recevoir les informations du monde ou la dernière actualité, etc., du téléphone ou d'un autre truc. Donc déjà là, on est à peine réveillé. On peut se demander comment va se passer notre journée alors qu'on vient juste de se réveiller. Je dis toujours aux étudiants, imaginez ce que j'appelle la théorie du corps situé. On est à cette période, à tel endroit, à tel moment, qu'est-ce que j'ai vu ce matin ? Est-ce que ça a drivé mon comportement ? Est-ce que le dernier message que j'ai envoyé hier, finalement, il a tourné dans ma tête cette nuit, etc., etc. Et puis je suis percutée par tout ce que j'entends. J'allume la radio, j'entends des informations, je vois des marques. Partout. Mon quotidien est fait de marques. Et les marques, quelque part, s'imprègnent dans notre comportement et elles disent quelque chose de nous. Alors, volontairement ou involontairement, mais effectivement... Qu'est-ce que tu veux dire, elles disent quelque chose de nous ? Elles disent quelque chose de notre identité personnelle. Alors d'abord à nous-mêmes. On est fiers d'avoir telle ou telle marque. Ou par rapport à l'influence qu'on veut avoir sur les autres, posséder telle chose nous rend... supérieur, ou on donne l'impression d'avoir beaucoup d'argent, je sais pas, etc., en fonction des objets que l'on peut posséder. Ça, c'est le message publicitaire qui est derrière. Mais tu veux dire que nous, on l'intègre, ce message, on le pense vraiment ? Alors, c'est pas forcément conscient, mais... Pourquoi l'acheter sinon ? Mais quand on prend notre quotidien,
on s'aperçoit que notre esprit, notre capacité de penser est finalement parasitée par des éléments de langage qui sont préenregistrés dans notre tête. Alors, tu parles de publicité, tu sous-tends aussi l'idée de marketing, Oui. d'hyperconsommation. Donc, on est sollicité aussi dès qu'on sort de chez soi à acheter. Oui. Alors, il y a un avant 30 Glorieuses et il y a un après 30 Glorieuses. Et ensuite, il y a un après l'apparition des smartphones. Donc, la première étape, c'est la fin des années 70. Voilà. Donc, de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70. Puis ensuite, à partir des années 70, il y a un flottement jusqu'à l'apparition des smartphones qui date de 2007. On va dire jusque dans les années 70, le rêve c'était de permettre à tout le monde de vivre équitablement, on va dire, et on développe l'éducation, la consommation, etc., etc. Et après les années 70 et les chocs pétroliers, on va vers effectivement une transformation de la société de consommation. On doit produire à moindre coût, on doit faire en sorte que les gens continuent de consommer, même si ça peut être absurde de consommer certains produits. Donc comment faire ? Toujours en appliquant la théorie de Bernays et toujours en essayant de vendre un rêve. Un rêve. Si j'utilise telle marque, c'est parce que je le vaux bien et j'utilise sciemment des slogans, parce que comme ça je ne cite pas les marques. Mais en quoi ces slogans détournent notre attention ? Parce qu'on pourrait dire, ils sont là, ok. Surtout dans les années 70, on était beaucoup moins submergés par la publicité qu'aujourd'hui. Tout à fait. En quoi tu dirais que déjà à cette époque-là, il y avait un détournement de notre attention ? C'était un détournement parce que ça nous détachait des sujets les plus importants. Notamment le plus crucial encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'environnement. On utilisait des ressources, d'un seul coup, on va mettre du plastique partout, créer des emballages qui servent à rien, penser que le pétrole c'est super, qu'il y en aura toujours, et tout un ensemble de choses. Donc on peut dire que déjà là, il y a un détournement d'attention. Moi, je dirais qu'il y a un détournement d'attention qui vient avec la modernité, parce qu'on s'éloigne tout simplement, et inéluctablement, et de plus en plus, de nos besoins réels, c'est-à-dire qu'on n'a plus à se préoccuper de l'habitat, de fabriquer notre maison, on n'a plus à se préoccuper même de laver notre linge ou d'aller trouver de la nourriture. Et bien entendu, en plus du supermarché, on peut même le déléguer ou se faire livrer. Donc finalement, le ménage, toutes les questions qui sont en lien avec nos contraintes de vie matérielle, c'est-à-dire matérielle au sens notre corps, notre matérialité sur la planète Terre, elles sont complètement mises à distance. Donc cette simple mise à distance, pour moi, c'est quelque chose qui nous détourne de l'attention intrinsèque qu'on devrait avoir pour nous-mêmes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y avait un auteur dans les années 70 qui s'appelait Jacques Ellul et qui posait ces questions-là en disant il faut remettre en question le dieu technologique. C'est-à-dire, on a remplacé les religions traditionnelles, les marques se sont engouffrées pour créer de nouveaux dieux. Et plus que les marques, la technologie. On le voit dans les discours actuels où finalement la technologie va remplacer le travail, etc., etc. Et on ne questionne pas du tout simplement si cette technologie ne nous éloigne pas simplement de nous-mêmes. L'humain n'a pas forcément besoin de recréer de nouveaux outils en permanence. Donc effectivement, notre attention, elle devrait être de se poser la question sur nous-mêmes. C'est quoi ? D'abord, qui suis-je ? C'est ça la question fondamentale. Qui suis-je ? Oula. Et pas qui êtes-vous ? C'est vraiment chacun doit se poser la question, qui suis-je ? Est-ce que je suis attaché vraiment à telle ou telle chose ou tel produit ? Est-ce que ça a un sens dans ma vie ? Et se poser le sens, la question du sens, elle me paraît cruciale aujourd'hui. Et l'attention, elle est prise dans ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, je pense que la plupart des gens ne se disent pas ce matin, j'ai regardé mon téléphone. Je pense que la plupart des gens n'y pensent même pas. C'est devenu un automatisme, c'est devenu un doudou qu'on caresse, qu'on tripote à n'importe quel moment. Et ça n'est même plus questionnable.
Or pourtant, il faut le questionner. C'est rentré quand même dans les addictions, ça je suis très contente. Et il y a une enquête qui a démontré... T'es contente que ce soit une addiction ou t'es contente que ce soit Que officialisé? ce soit officialisé. Pas que ce soit une addiction évidemment, mais que ce soit officialisé. C'est-à-dire que ça permet une prise de recul quand même. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, il a été enfin démontré que plus on utilise les réseaux sociaux, depuis un smartphone notamment, moins on prend de bonnes décisions. Ah, c'est intéressant ça. Donc, c'est bien que notre attention est totalement parasitée par autre chose. Oui. Puisque le processus décisionnel passe par une réflexion, et cette réflexion n'est possible que si on est attentif à soi-même et qu'on peut se poser, se questionner. Oui, et ce qui est intéressant, c'est, on en revient à Édouard Louis Bernays et sa théorie sur la propagande. Son argumentation était de dire comment je fais pour détourner l'attention. Alors je propose des banalités, je peux user de phrases toutes faites, d'émotions fortes. Alors il y a 3 grandes émotions fortes dans lesquelles les gens catégorisent tout, mais la peur, la colère et la joie. Et à partir de là, montrer un enfant qui sourit et qui mange une barre chocolatée, c'est gagné pour faire acheter. Mais logiquement, si j'étais attentif à moi-même, je me poserais la question, est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est juste mon envie de sucre? Et oui, mais ça, c'est pas facile, on va l'aborder un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on est extrêmement vulnérable en tant qu'être humain. C'est très, très compliqué de résister, en fait, à tout ça. Mais pour revenir à ce que tu décrivais sur les années 70 et puis qu'on a beaucoup connu dans les années 80 et 90, qui s'est beaucoup développé, c'était la recherche d'efficacité, de rentabilité permanente. On pourrait se dire, mais ça, si on est efficace et qu'on est rentable, c'est bien qu'on a une certaine attention à ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? En quoi on n'est pas attentif quand on est efficace? Au contraire, on devrait se dire c'est le cas. Mais on est efficace par rapport à quoi? En fait, moi, je me suis toujours posé la question. Les années 90, ça va avec l'émergence du mot projet. C'est quoi un projet? Je ne sais pas ce que c'est un projet. Alors, il y a un métier qui s'est créé, plusieurs même. Ça va avec un développement des sciences du management. Alors, c'est pas négatif de le dire, c'est juste une analyse un peu froide comme ça. Mais la notion de management émerge dans les années 90 en France avec cette réflexion-là, c'est-à-dire être efficace. Alors aujourd'hui, l'efficacité est remplacée par la compétence. Mais je ne sais pas ce que c'est une compétence. Oui, on a l'impression que c'est toujours des idées... toutes faites. C'est même pas des idées finalement, c'est juste des emballages. Voilà, ce sont des mots-valises, quelque part, pardon. Donc, des mots-valises, je peux tout y mettre. C'est un outil de management, d'après toi, uniquement, c'est ça? Dans le monde de l'entreprise, d'utiliser ces mots-là? Oui, c'est du pur management. On va dire qu'on a perdu le sens du travail. Le travail, tu l'as très bien dit, quelque part, avant, on savait, on créait sa maison, c'était un travail. Planter des légumes, des fruits, c'était un travail. On arrivait à... Il y avait une logique immédiate, je pouvais saisir les fruits de mon travail. À partir du moment où le travail est devenu un service, quelque chose où on est dans des services, justement, on a des étages complets pour créer des choses ou faire des choses, envoyer des mails, répondre à des téléphones. C'est devenu bizarre, le travail. Oui, c'est pas très concret. Non. Et je pense qu'il a fallu créer forcément les outils pour manager, donc encadrer les personnes et leur faire comprendre en tout cas, leur indiquer que ça avait du sens. Les amener à faire de toute façon cette chose-là, même si, a priori, elles n'y voyaient aucun sens. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui avouent qu'elles pensent que le travail qu'elles font, donc tous les jours, n'a pas de sens. Oui, alors... c'est inquiétant, quand même. C'est inquiétant, et c'est le revers du vide des mots. Voilà, donc le sens... C'est vrai qu'il y a un courant en ce moment, on va rechercher le sens du travail, le sens du bonheur, le sens de trucs. Alors le sens de la vie, ça qu'on y est, hein. Ouais. C'est un peu marketing aussi, tout ça, en ce moment. Mais on a l'impression que je tape un peu trop sur le marketing, hein. Je veux être très claire. C'est un champ qui s'est développé, on va dire, à partir vraiment des années 50.
Alors, voilà, pour faire très vaste. Mais ça a toujours été là. La question du marketing s'est observée à partir de l'émergence de la publicité. Donc, on peut remonter à Poulain, 1890 et 1900, Michelin, qui pour la vente de ses pneus Michelin, offrait un guide Michelin. Et Poulain, c'est quoi ? Poulain, c'était les images dans le chocolat. Ce qui est marrant, c'est que ça existe toujours. Donc Poulain, tu dirais que c'est le premier qui a fait du marketing ? Ouais, ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes marketing du brand content, du contenu de marque. Ouais. Voilà. Donc, il a développé une image. Si vous achetez du chocolat Poulain, vous allez vous cultiver parce qu'il y a des images. Pourquoi pas ? Pas bête. Oui, au départ, en plus, c'est pas... Aujourd'hui, on trouverait ça bien. Un petit cours d'anatomie. Ouais. Ça peut être marrant, un cours d'anatomie découpé dans les étiquettes Poulain. En attendant, là où on en est arrivé aujourd'hui avec tout ça, c'est qu'on est interrompu en permanence. Donc tu parlais des réseaux sociaux, du smartphone. Là, on arrive à un moment critique par rapport à l'attention. C'est même plus que on va être imprégné d'une marque, par exemple. C'est carrément au-delà. C'est-à-dire que à tout instant, on va vérifier nos messages, on va vérifier des informations qui peuvent nous arriver potentiellement et qu'on a envie de connaître. On est interrompu en permanence, on n'a plus de fil dans notre pensée, donc encore moins une possibilité de réflexion. Il y a 2-3 ans, donc ça remonte à pas très longtemps, je voulais faire un film sur la méditation. Et je m'étais renseignée sur l'attention à l'époque. Parce qu'évidemment, la méditation est un moyen de focaliser son attention. C'est une technique qui consiste à se focaliser sur, par exemple, le rythme de sa propre respiration. Et à l'époque, les statistiques que j'avais glanées, c'est que les gens regardaient toutes les 8 minutes leur boîte mail. Aujourd'hui, on ne peut plus... Enfin, je veux dire, ça paraît très ridicule. À l'époque, il y a 2-3 ans, ça paraissait dingue de se dire toutes les 8 minutes, on regarde ces messages. Aujourd'hui, en réalité, ces messages, on les regarde en permanence, sans parler des sonneries, des alertes permanentes qui font que même si on n'avait pas envie de regarder, on regarde de toute façon parce qu'on a une alerte. Alors, pour te répondre, je vais plutôt utiliser une expérience que j'ai faite l'année dernière avec mes étudiants. J'ai fait venir une amie psychologue et on leur a fait passer le test qu'on appelle le test d'attention concentrée, le D2R. Donc c'est pas très compliqué, 20 lignes avec des lettres et puis entourées de traits. Et puis ils ont des tops à chaque fois, et top 20 secondes par ligne, et ils doivent barrer un certain type de lettres encadrées. Chaque feuille ensuite est placée dans une machine qui analyse le temps de concentration qui résulte de cet exercice. En fait, sur 150 étudiants, seuls 2, je dis bien seuls 2, peuvent avoir une attention concentrée de longue durée. Donc, c'est un exercice qui est donné pour, par exemple, être conducteur de train ou pilote d'avion. Ça veut dire quoi, longue durée ? Alors, longue durée, ça veut dire, par exemple, quand je conduis un train, un TGV pendant 5 heures, il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que les autres ont à peine 8 minutes d'attention par heure. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui évolue, parce qu'on pourrait se dire, encore une fois, c'est difficile de se rendre compte de ça, parce que 8 minutes d'attention, de vraie attention, c'est quand même déjà un sacré boulot. Alors 8 minutes, qu'est-ce qu'on appelle l'attention soutenue Alors dans 8 minutes, c'est pas une attention tout à fait soutenue. En réalité, si on fait les calculs tout à fait exacts, on arrive à 12 secondes. Ah, c'est très différent. Oui, voilà. Alors 8 minutes, ça veut dire que par heure, ils peuvent comprendre 8 minutes de cours. D'accord. Mais en réalité, l'attention concentrée, c'est plutôt 12 secondes. Un peu une mémoire de poisson rouge. Et ça, c'est nouveau. Oui, ça, c'est nouveau. Dans le sens où, effectivement, leur vie est parasitée. Il y a toujours, comme tu l'as souligné, une alerte, un message à regarder, quelque chose à répondre, une photo, que sais-je. Alors peut-être que, d'un autre côté, la chose positive, ils développent peut-être une nouvelle forme de plasticité. Peut-être. Soyons positifs. Je préfère dire ça. Parce que je me dis peut-être que, malgré tout, ils vont recréer quelque chose.
à partir d'une intention qui est différente de la nôtre. Et qui se porte sur d'autres choses. Des choses qui, pour moi, me paraissent sans conséquence, c'est-à-dire avoir des flammes sur Snapchat, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Oui. Explique, parce que moi, en fait, j'y connais rien. Moi, j'avais compris que plus on envoyait de messages à la même personne, plus on avait de flammes possibles. Ah, d'accord. C'est un score. C'est un score par rapport à des messages. Voilà, pour en tout cas les jeunes, ça a l'air d'être vital. Oui, ça l'est effectivement. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir faites avant de s'endormir. Parce que c'est tous les jours. C'est un compteur qui doit se maintenir jour après jour. Alors en même temps, moi, ça m'amuse parce que le foyer, c'est l'entretien du feu. Oui, alors ça, c'est vraiment très poétique de ta part. C'est bien. Ouais, bon, d'accord. Non, mais c'est important parce que finalement, c'est peut-être une redéfinition. Le foyer, c'est quelque chose qui devient virtuel. Peut-être. Moi, je vois pas trop la possibilité de quelque chose de réjouissant. J'hésite. J'hésite à être pessimiste. Alors, je veux bien leur donner les outils pour qu'ils créent quelque chose qui correspond à leur monde. Peut-être qu'avec leurs pratiques, leurs habitudes, leur fonctionnement, ils sont en train de créer une nouvelle forme d'attention à autre chose, à un autre réel. Et que de ce fait, dans cet autre réel, ils développent une élasticité que je n'ai pas, une plasticité. Et que dans cette plasticité, il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être un nouveau modèle de société à créer. D'accord. Ok, je trouve ça intéressant. Et pour qu'on comprenne bien, à quoi ça peut se comparer, ces résultats que tu donnes là de 8 minutes et de quelques secondes, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on avait quoi comme type de score ? Alors, Claude Mesmin, qui est la psychologue que j'ai fait venir, est ethnopsychologue, donc elle a énormément travaillé avec Toby Nathan, etc. Et elle va sortir un livre sur cette enquête qu'elle a menée à la fois auprès de jeunes, mais aussi de retraités, de personnes différentes, pour voir effectivement comment l'attention aujourd'hui se découpe. A priori, quand elle est venue et quand on a fait les résultats, elle m'a dit effectivement que ça corroborait ma théorie, que les nouvelles générations étaient incapables de se concentrer. Écoute, je compatis, toi qui es enseignante, ça doit être un sacré truc. Oui, mais je pense que, en dehors de mon expérience, je pense que malgré tout, il y a quelque chose à faire. Voilà. C'est pas non plus... Alors moi, je suis très, très dure, j'avoue. Comme ça, si mes étudiants écoutent, ils seront contents. Je vais reconnaître que je prive les élèves d'ordinateurs et de téléphones. Pendant le cours ? Ouais. J'éprouve un malin plaisir à le faire. Mais je sais qu'ils l'utilisent. Je les vois, ils cachent le téléphone dans le... Non mais c'est incroyable. Donc ça disparaît des tables. Et alors ce qui est fascinant à voir, c'est que les téléphones se mettent entre les jambes. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des messages qui vont arriver sur les jambes, ou dans les trousses, ou derrière les trousses. Comme si je ne les voyais pas. Je trouve ça génial. Bah ça c'est l'addiction, hein. Oui, c'est l'addiction. Et puis, quand on leur fait remarquer, ils ne sont pas du tout contents. Malgré ça, il faut se mettre à leur place. Je pense que... Reprenons le corps situé. Ils sont dans une salle de cours. Franchement, on est en 2019, les salles de cours n'ont jamais changé. C'est toujours des tables, des chaises, des tableaux, des projecteurs. Alors, on a des vidéoprojecteurs, etc. Bon, ok. Mais ça n'est pas glamour par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir en quelques secondes sur leur téléphone. Donc sur leur téléphone, ils ont un double du cours quelque part. Ils peuvent discuter entre eux. Voilà. Échanger sur le cours, c'est ça que tu te dis, ouais. Bien sûr. Et puis ils se mettent des flammes, des cœurs, je sais pas, ils se demandent souvent quoi manger, je pense, parce qu'ils ont toujours faim. Puis ils regardent des films, enfin bon, bah oui. Il y a la série quand même. Ils ont quel âge, tes étudiants ? 20 ans. Il y a Tinder aussi. Ouais. Les rencontres. Ouais. Ah, il faut quand même qu'on en parle, ça. L'attention de la rencontre. C'est quand même incroyable. L'attention avec un L apostrophe ou... Ouais. Pas l'intention, mais l'attention. Et l'attention. Ouais, aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu en 4x3 dans le métro une affiche avec soi-disant un témoignage de 2 personnes qui se sont rencontrées grâce à cette application, avec marqué « Ça ne se serait pas passé dans la vraie vie ». Bah, je sais pas ce que c'est alors la vraie vie. Mais je me dis, voilà, ils font beaucoup plus de choses que moi j'en faisais à leur époque. À leur époque, j'étais peut-être en train de dessiner, bon.
Est-ce que j'étais attentive au cours ? Peut-être, autrement. Disons que j'avais place à l'imaginaire. Je pense que c'est ça ce qui manque. Est-ce que tu peux décrire le concept d'économie de l'attention ? Parce que ça, c'est ce à quoi on arrive aujourd'hui. C'est une expression qui apparaît en 1969. Donc tu vois. D'accord, là, c'est déjà ancien. c'est Herbert Simon qui l'a fait apparaître. Ça signifie que dans un monde, il avait tout à fait raison, qui est parasité par de multiples informations venues de plein de sources différentes, l'attention, donc bien A-D-T-E-N-T-I-O-N, devient la rareté. Et donc, l'économie de l'attention, alors décrit à la fois un processus de comment faire attention à sa propre attention, et en même temps, c'est un processus pour guider les marques et les discours politiques et autres, pour capter l'attention. Ce moment justement où on va être attentif et où on va retenir le message. Alors il faut dire que ça procède quand même de recherches qui datent des années 50. Alors je vais citer McLuhan, qui disait « Peu importe le message, du moment qu'on a le médium ». Donc à l'époque, la télévision. Alors, ou la radio, mais enfin le mieux, c'est par exemple pour McLuhan, ce qu'il note, c'est si vous avez un discours politique à faire, de préférence faites-le au moment d'un déjeuner ou d'un dîner. Et puis si les personnes sont en train de manger devant, c'est encore mieux, parce qu'ils vont avaler les propos. Et ils vont les enregistrer malgré eux. Donc là, on était dans les années 50, je reviens à Herbert Simon, l'économie de l'attention, c'est ce principe qui va nous conduire à effectivement capter le moment où la personne va être capable d'inscrire le message et de le comprendre. D'accord. Donc il y a tout un tas de recherches qui sont menées maintenant depuis plusieurs décennies pour trouver le bon moyen de capter cette attention. Voilà, alors il y a plein de tentatives avec des marques différentes. Alors je vous renverrai vers un essai qui a été fait par un chercheur au CNRS il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, sur ce sujet. Bon, l'idée c'est qu'une marque a besoin de vendre pour vivre, pour faire son chiffre d'affaires, enfin disons une entreprise. Et elle a des produits et ces produits doivent se détacher. Je vais prendre un exemple. Imaginons que j'aille dans un très très grand supermarché. Ça m'est arrivé une fois. L'expérience ultime. Oui, on me met devant un rayon de céréales avec 1000 boîtes, ou je sais pas combien, ça me paraît immense. Moi, je fais une syncope. Oui, mais c'est assez humain. Alors la syncope peut-être pas, mais non, j'exagère, mais le stress occasionné par cette situation. Il y a une étude américaine, tu sais, qui concerne ce qu'ils appellent la pression du choix. Oui, on observe que plus il y a de choix, moins il y a de choix, donc ça c'est un fait, puisqu'on va obéir à des règles d'habitude. Je veux du chocolat, je veux telle couleur me rassure, etc., etc. Oui, et puis plus il y a de choix et plus il y a de stress aussi. C'est-à-dire que l'hyperconsommation, mais même avant de consommer, c'est-à-dire l'hyperchoix, fait que face à 50 marques de shampoing ou 20 marques de tablettes de beurre, on ne sait pas quoi choisir. Donc, on va vers ce qui nous rassure. Enfin, l'impression de cette rassurance. Alors cette impression, ça va avec le modèle dont on n'a pas parlé encore, mais qui est un modèle du marketing de l'attention, qui est la formule magique qui s'appelle AIDA. Oui, parle-nous d'AIDA. Ça n'est pas qu'un opéra. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et inciter l'action. Donc attention, intérêt, désir, action. Exactement. AIDA. Ouais. C'est une formule que je trouve tout à fait intéressante. Voilà, donc le principe, c'est qu'il y a des équipes qui vont faire des enquêtes de terrain au départ, et puis maintenant on n'a plus besoin du terrain puisqu'on peut-être on en parlera des données numériques, on a tout un tas d'informations sur le consommateur X ou Y. En fonction, on va déterminer ce qui va être le plus propice à réconforter ou à rassurer le consommateur pour qu'il y ait une intention d'achat derrière. Donc, basiquement, on peut jouer sur les couleurs. Le bleu est beaucoup plus attirant que le marron, par exemple, notamment pour les pots de yaourt. On va mettre du rouge parce que ça suscite la faim. Voilà. Ça, c'est basé sur des études scientifiques, comportementales ? Disons comportementales, c'est la construction culturelle.
Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi on se marie en blanc maintenant, mais au Moyen-Âge, on se mariait en rouge. De même qu'au XVIIIe siècle, les filles portaient du bleu et les garçons portaient du rouge ou du rose. Tout à Ce fait. qui s'est inversé aujourd'hui. Bon, ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas une forte imprégnation de cette couleur qui signifiait bien quelque chose de bien précis, quoi. Tout à fait. Mais c'est là où ça devient intéressant de resituer, donc toujours l'histoire du corps situé, et de se poser la question, de dire si je pose telle couleur dans tel cadre, est-ce que ça veut dire quelque chose pour moi, et pas simplement par habitude. Oui, ou par mimétisme. Par mimétisme. Alors par ça, conformisme. C'est le grand... tous les ismes du moment. Oui. Quand tu définis l'économie de l'attention, enfin quand tu la situes au départ naissante en 1969, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle bien d'un problème d'attention, donc un problème qui naît à ce moment-là d'un trop grand nombre d'informations qui sont bombardées. Ça vient totalement en contradiction avec cet idéal qu'on a pu avoir pendant très longtemps et qui est d'ailleurs, qui reste encore aujourd'hui présent, mais bon, qui commence à s'effriter un peu, selon lequel le savoir, la connaissance nous permettrait d'avoir accès à notre liberté individuelle. Là, on se rend compte que plus on a de connaissances, plus on a d'informations, plus on a d'accès à toutes ces choses, et plus notre libre arbitre s'effrite. C'est une question compliquée, ça. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. C'est pas une question, c'est une remarque. C'est quand même, je trouve, incroyable que là où on pensait que la connaissance nous libérerait, eh bien la connaissance a apporté un déficit d'attention qui nous enferme. Je ne sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça. Alors, c'est un petit raccourci. Non, mais j'aime bien parce que ça pique. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Alors, la question du libre arbitre, si on regarde bien, si on est attentif, c'est vraiment... On a un tout petit libre arbitre. Oui. Alors, mais plus on prend conscience et connaissance des éléments, des facteurs en tout cas, qui peuvent nous influencer dans un sens ou dans l'autre, quel qu'il soit, alors on peut espérer gagner effectivement un peu de respiration, je dirais. Je ne sais pas si c'est du libre arbitre, mais une forme de respiration. Alors quant à dire que la connaissance devrait nous libérer, etc., alors que là, elle nous enferme, j'ai envie de dire de quelle connaissance parlons-nous ? Oui. Je dirais plus que la connaissance elle-même, c'est l'accès à la connaissance. Je vais revenir à ta première remarque initiale qui était sur si on veut vraiment du libre arbitre, alors on revient à l'état de nature. Voilà, là peut-être qu'on aura du libre arbitre un peu plus. Même pas sûr, parce que la biologie elle nous cadre bien. Ça coince un peu. Alors la connaissance, elle n'est pas forcément faite pour nous libérer, elle est faite pour comprendre les fers qui peuvent nous empêcher. Voilà. Oui. Ensuite, il y a la connaissance, puis il y a l'usage de la connaissance. Ça, c'est autre chose. Je pense qu'effectivement, l'usage qui est fait de certains outils pour d'autres, devrait être soumis à une éthique plus grande. Ou sinon, on fait ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire donner les outils à la partie adverse. À monsieur tout le monde. C'est ce que tu fais aussi, quelque part, avec ton émission. C'est-à-dire leur permettre à chacun de se dire, si j'ai connaissance que ceci existe, alors je peux essayer de comprendre. Oui. Et voir si ça marche, ou qu'est-ce qui marche sur moi. Il est probable que quelqu'un fonctionne sur une marque de shampoing pour X raisons, et c'est très bien. Mais se dire, tiens, est-ce que... Et si je changeais, tiens, pour une fois. Et pourquoi ça marche sur moi ? C'est une question intéressante. C'est bien d'être curieux par rapport à ça. En tout cas, sur ce vaste thème des inconvénients, on va dire, de la connaissance ou de la culture, je vous renvoie à un texte que j'ai écrit et qui est présent sur le site de méthodechoc.fr, qui s'appelle « La culture, mère de notre ignorance ». Alors ensuite, dans l'économie de l'attention, il y a un jalon important, c'est en 2014 avec un livre de Yves Citon. Oui, l'attention, nouvel horizon du capitalisme.
Alors, qu'est-ce qu'il observe ? Il observe cette chose étrange, c'est qu'effectivement, le capitalisme, c'est-à-dire l'économie libérale, comment recréer du capital, ça se fait effectivement au détriment de notre attention personnelle. C'est-à-dire que moins on a d'attention à nous-mêmes, plus on a d'attention aux avatars, c'est-à-dire aux produits, aux marques, etc. Alors, Au virtuel. au virtuel aussi, forcément. Il y a une chose qu'on n'a pas dite jusqu'à présent, et finalement qui est essentielle, qui est, on ne s'est pas aperçu à partir de quel moment on est devenu porteur nous-mêmes des marques. Oui. Je suis toujours étonnée de voir les gens sortir des magasins avec des grands sacs, avec des marques. Ouais. En fait, c'est ça qui est observable, c'est-à-dire ce moment où, finalement, inconsciemment, et dans un acte de soumission librement consenti, ce qu'on appelle, on accepte volontiers de devenir le véhicule d'une marque. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on achète nous-mêmes. Oui, plus qu'on accepte, je crois qu'il y a aussi, parmi les jeunes générations, puis les moins jeunes, un plaisir à porter une marque, à montrer une marque et à dire que oui, on fait partie de ce groupe-là qui achète cette marque. Bah oui, ça c'est le système de reconnaissance sociale. En fait, pour revenir à Yves Citon, je pense que tout son travail a été de montrer à quel point le capitalisme, s'il voulait continuer, avait besoin de cette nouvelle forme de soumission, de l'attention. Et effectivement, c'était génial, c'est-à-dire l'idée on met des écrans vidéo partout, des affichages partout, on encadre partout notre attention et notre comportement. C'est-à-dire qu'il a fallu créer un encadrement de notre comportement social. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que je travaille pour consommer soit des produits, soit des services, soit du loisir. Et ce besoin d'encadrement, il naît du fait qu'on a tellement de choix et qu'il y a tellement de marques que, en tant que consommateur, on est dans une zone d'inconfort, de stress face à ce choix. Donc, pour transformer ces publicités en actes d'achat, alors il faut guider les gens. Et ceux qui auront le plus de moyens ou la meilleure stratégie arriveront à faire acheter. C'est ça ? Oui. C'est exactement ça. Alors, on est en train de basculer de ce marketing de l'attention, c'est-à-dire, effectivement, je capte votre attention, au marketing de l'intention. Je crois qu'on est en plein dans ce phénomène-là. Explique-nous ça. Aujourd'hui, c'est presque trop facile de dire que notre attention est captée par 1000 choses, etc., etc. Donc le marketing se transforme en quelque chose où je vais avoir le plus d'informations possible, le plus précises possible sur vous, et je vais créer un message qui soit entièrement personnalisé. D'accord. Donc, je vais essayer d'aller encore plus loin dans l'intimité et dans l'inscription physique, qui n'est pas forcément consciente, donc dans l'intention que vous avez. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les marques vont d'abord cibler à la personne, à une personne unique et non plus à tous les passants d'une rue, par exemple, par un encart publicitaire, vont envoyer un message par les réseaux sociaux, principalement. Oui. Voilà. Et vont inciter à un acte d'achat parce qu'ils connaissent aussi ces personnes. C'est-à-dire ils ont quand même accès à tout un tas de données. Ouais. Le fait qu'on sait que cette personne est valide, à tel âge, aime faire du sport, par exemple, et on va lui proposer à ce moment-là un t-shirt Adidas. Tout à l'heure, on avait commencé à définir l'attention comme j'ai un objet auquel je suis attentif à l'exclusion de tous les autres, une personne, etc. Donc si on prend cette idée-là, effectivement, ça marche quand j'ai une affiche en 4x3 avec la meilleure lessive qui existe. Et là, je me dis, cette lessive-là, elle est super et tout. C'est la seule que je vais retenir parce que je l'ai vue, et donc je vais aller dans un magasin, et donc je vais reproduire ma vision, et je vais aller acheter le produit. Maintenant, si on est dans l'intention, je n'ai plus besoin d'avoir l'affiche. Je vais avoir des messages quasi subliminaux, en fonction de mes habitudes. Alors si on reprend nos habitudes, je me lève le matin, mon réveil c'est mon téléphone et je vais ouvrir mes messages pour voir si ceci, et puis je vais jouer. La plupart des gens jouent avec leur smartphone. Et là, ils ne s'aperçoivent pas, mais il y a des publicités
qui passe. Donc on récolte de l'information derrière, pas mal de données sur d'abord leur trajet, le temps d'attention, où est-ce qu'ils descendent, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont acheter, où est-ce qu'ils vont déjeuner, etc. etc. Par la géolocalisation. Oui, mais bon, ça c'est presque banal. La géolocalisation, c'est devenu quelque chose de tellement évident. Mais il y a aussi tout le web sémantique, c'est-à-dire tout ce que je dis, j'écris, comment je parle, etc., etc. Tout ça appartient à ce qu'on appelle, on peut le faire, à ce qu'on appelle les Data Customer Platform. Donc tu veux dire que Candy Crush ou N'importe quoi, oui, n'importe quel jeu. N'importe quelle application sur mon smartphone a accès aux mots que j'échange par téléphone ou par écrit, par message, et les analyse. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Oui, c'est ce qui se fait aujourd'hui, mais ça se fait depuis la création de Facebook, en fait. Et c'est légal? Comment dire? C'est pas tout à fait légal, Pas non? tout à fait, mais ça se fait. C'est légal par des biais indirects, donc c'est là où ça devient très compliqué. Et il est clair que plus jamais personne n'aura le même message pour désigner la même chose. Mmh. Donc c'est là où ça devient extrêmement intéressant, et c'est là où ça va devenir très très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut faire une désintox de soi-même en permanence. Ce que l'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle les conditions d'utilisation. On ne lit pas. Les termes et conditions. Ouais. Et en fait, ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que, bon, je prends l'exemple de Facebook parce que c'est le plus facile, on rentre dans la législation Facebook. On rentre dans un territoire qui n'est plus lié à un territoire de pays ou de continent. Mmh. Donc on est en train d'utiliser un service d'une entreprise privée qui regroupe aujourd'hui 1,3 milliard de personnes dans le monde, au quotidien. Et par mois, plus de 2 milliards de personnes. En gros, c'est le plus grand groupe humain avant la Chine et avant l'Inde. Donc si on regarde bien, ils ont la plus grande base de données d'informations. Et si on était encore un peu plus attentif, on verrait qu'effectivement est stipulé dans les conditions d'utilisation l'usage des données, de tout. Une photo supprimée, un message, etc., etc. Alors ça, c'est très facile à vérifier. Il suffit de demander à Facebook. Maintenant, il y a un super onglet pour dire « Je veux que vous m'envoyiez les données personnelles que vous avez sur moi. » Donc, vous allez recevoir un fichier où ça va mettre peut-être 2 jours à télécharger. Ah oui, quand même. Ouais. Et il y aura plein de fichiers, de sous-fichiers, de sous-sous-sous-fichiers, etc., etc., ce qui est a priori incompréhensible quand on est néophyte, mais bon, ça devient compréhensible quand on arrive sur les messages. On s'aperçoit que, par exemple, un message apparaît, pourquoi ont-ils gardé un message d'il y a 10 ans, par exemple? À quoi ça leur sert? On a le droit de les supprimer. Eux les suppriment officiellement, ils sont censés les supprimer quand nous, on supprime une information. Supprimer en informatique, ça n'existe pas. C'est juste que la donnée est indiquée supprimée, mais elle est toujours là. D'après toi, ils la stockent? Mais de toute façon, rien n'est effaçable, réellement. Quand on va sur un site, n'importe lequel, prenons la SNCF par exemple, il y a, en même temps que nous on regarde, entre 5 et 25 autres sites qui regardent notre navigation. Et ça, on peut rien y changer, on peut pas décocher des cases. Si on installe des petits logiciels, comme Ghostery ou des choses comme ça. D'accord, mais dans leurs conditions générales ou dans la politique de cookies, on peut pas aller désactiver ça. Non. D'accord. Voilà. Ça récolte de l'information partout, à tous les niveaux, etc., etc. Alors évidemment, si vous naviguez en navigation cachée, alors ça peut protéger déjà. Vous avez plusieurs outils. Alors sur un mobile, Firefox Focus fait très bien les choses, DuckDuckGo, des choses comme ça. Voilà. Là, on navigue en privé totalement. Donc toutes ces informations récoltées par ces gens-là, par ces applications, ces multinationales, vont servir pour capter notre attention. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé une expression qui s'appelle les Customer Data Platform. Aujourd'hui, ces plateformes fonctionnent comme des grands silos qui vont récolter de l'information partout. Imaginons, j'appelle un service après-vente. J'ai une conversation, ou un service client. J'ai une conversation avec quelqu'un qui m'explique que, il faut faire telle chose, telle autre chose, etc. La manière dont je parle peut être enregistrée.
Et on va me relier ça à des échanges SMS, mails, etc. que j'ai. Et tout ça sert de l'information big data. Ouais, en même temps, moi j'ai un peu de mal à croire qu'il y ait suffisamment de personnes ou des machines suffisamment intelligentes pour corréler le ton de ma voix, le vocabulaire que j'utilise, le moment où je le fais et pendant combien de temps, à l'oral, à l'écrit, les images que je regarde, les textes que je lis, etc. Est-ce que, je veux dire, c'est un potentiel, c'est-à-dire si quelqu'un veut le faire, il a les moyens de le faire, comme les services secrets d'un pays dépêchent une équipe pour analyser les dires d'un terroriste et ils vont tout analyser. Mais dans le cas des consommateurs, et où on veut faire un ciblage marketing, il y a quand même une limite qui est la limite du temps, la limite de traitement. Ils ne peuvent pas traiter tout. Toutes les millions, les milliards de personnes. Mais on n'a jamais besoin de tout. On a besoin d'un segment. Je veux toucher, je sais pas, les blondes à cheveux longs. Donc je vais lancer un algorithme qui va déterminer combien il y a de personnes, à quel endroit, etc. Alors là, vraiment, je conseille de regarder les Customer Data Platform. Il y en a en France, il y a tout ça. Donc ça explique très très bien ce qu'ils font. Hein. Donc le ciblage. Je lance un algorithme qui va cibler ces personnes. Alors j'invite tout le monde à faire une expérience. Tu vois, ça me fait penser. Faisons une expérience. Je vais sur Facebook, j'ai envie de faire une publicité pour, ton émission. Et je vais dans l'onglet publicité, je clique et je dis, je veux toucher les personnes entre 20 ans et 65 ans. Ça fait beaucoup déjà. Bon, on va réduire notre cible. On va dire 20 ans, 22 ans. Ah, ça veut dire qu'on exclut les autres. Donc c'est bien que la machine est capable d'exclure. Et après, je vais préciser des mots-clés. Je vais dire philo, cerveau, marketing. Et voilà, et j'exclus toutes les personnes qui vont plutôt parler de plantes, d'animaux. Oui, ça c'est faisable, effectivement. Et toi, l'exemple que tu donnais, c'était aussi avec les conversations audio. Oui, mais... Ou le ton qu'on emploie. Mais ça, Alors, le péché original, ce qu'on appelle sur Internet, en termes de big data, c'était quand la NSA a reconnu écouter toutes les conversations du monde entier. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Ils sont capables de refaire toute notre existence numérique depuis notre premier mail. D'accord. Mais c'est déjà vieux. C'est 2014. Bah ouais, quand même. Facebook, à partir de 2005, a créé un algorithme qui permet de définir si nous sommes solvables ou pas. Par déduction. Ouais. Creditech et Lenovo font à peu près pareil. Ils utilisent 8000 flux de réseaux sociaux pour dire oui ou non, on va être capable de rembourser un crédit. Donc, les machines sont capables de ça. Ce sont des algorithmes extrêmement puissants, ce sont des supercalculateurs. Hein. C'est sûr qu'à la main, toute seule, je ne peux pas le faire. Nous voilà arrivés à la fin de ce premier volet consacré aux différentes tentatives de captation de notre attention depuis un siècle. Demain, Sonia Bressler nous dira tout sur l'emprise des algorithmes sur notre esprit. Sortirons-nous indemnes de cette histoire ? Vous écoutez Méta de Choc et vous vous demandez comment faire pour que ce haut lieu de révélation humble et superbe soit proposé au plus grand nombre. Eh bien évidemment, vous pouvez partager cette émission si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Vous pouvez aussi aider nos amis les algorithmes dans leurs tâches en votant 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, en mettant un pouce bleu ou un cœur, ou en vous abonnant à Méta de Choc sur YouTube, Twitter, Instagram ou Facebook. Un grand merci à tous pour votre intérêt et votre soutien. Je vous dis à demain 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.